Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, 3 jours après l'éboulement de la mine d'or de Zamboi, les recherches se poursuivent pour retrouver les victimes. Alors que nombreux ont perdu de la famille, un ami ou un voisin, les gestes de solidarité se multiplient entre Camerounais et Centrafricains. Le reportage en début d'édition. En Guinée, le magistrat Algassimou Diallo a été radié par le Conseil supérieur de la magistrature. Il lui est reproché des manquements graves, notamment des supposés échanges téléphoniques avec l'opposant en exil, Cellou Dalein Diallo. Et puis un cinéaste touareg raconte son peuple de l'intérieur. Intagris Alansari présente Ressac, une histoire touareg, une lettre à son fils, un voyage de Nouakchott à Tombouctou, une mémoire en péril. Il est notre invité de ce soir. 72 heures après l'éboulement meurtrier qui a fait des dizaines de morts dans une mine d'or à Zamboi, village frontalier de la République centrafricaine et du Cameroun, les recherches se poursuivent pour retrouver les survivants et les populations ont encore du mal à se remettre de ce drame. Regardez ce reportage de nos envoyés spéciaux Marcel Amoko, Jires Nangana et Stéphane Noah. Un cratère géant rempli d'eau du fleuve Kadéi qui sert de frontière naturelle entre la République centrafricaine et le Cameroun. Là où l'eau est là actuellement, c'est là où il y a les cadavres actuellement. C'est à cet endroit que des dizaines d'orpailleurs ont été ensevelis vivants par des tonnes de terre sous le regard de nombreux témoins comme Gérard, qui ne s'est toujours pas remis de la scène d'horreur qu'il a vécue. La terre tombait, moi je disais quand même c'était le tremblement de terre. Ça a mis plus de 200 personnes, ceux qui sont d'abord sortis morts, ceux qui sont sortis en vie sont partis mourir à l'hôpital. Et les autres sont restés, on les a mis dedans, on a versé la tête sur eux. La catastrophe s'est déroulée en début d'après-midi, mardi 18 août, sur cette exploitation aurifère de Zamboi. Mohamedou a lui aussi assisté impuissant à ce drame. C'était la catastrophe. Les uns sur les autres, la mort. Je n'ai jamais vu la catastrophe comme ça. Moi-même, personnellement, j'ai sorti plus de 40 personnes. Ça fait peur, vraiment. Mais on fait comment? Nous sommes des êtres humains, on est venus pour chercher. Bon. C'est comme ça. Le site de Zamboi compte des dizaines d'exploitations aurifères artisanales comme celle de Baoué, où travaillent des ouvriers de plusieurs nationalités, notamment camerounaises et centrafricaines. Ici, vous avez vu, c'est là où j'exploite. Une carrière aujourd'hui à l'arrêt, en hommage aux victimes de cette catastrophe. Vous le constatez, la terre, le trou est vide, tout le monde ne travaille pas. On est là vraiment pour partager la douleur avec nos frères centrafricains. Les autorités centrafricaines affirment avoir suspendu l'exploitation de l'or dans la mine de Zamboi, une mesure qui n'était toujours pas appliquée au moment où nous quittions le site. Côté camerounais, les autorités disent suivre l'évolution de la situation et avoir pris toutes les dispositions pour venir en aide aux victimes. Une suspension qui est désormais officielle par la voix de son ministre des Mines, Rufin Benham Beltoungou, qui s'est rendu sur place pour constater les dégâts. Les autorités centrafricaines ont provisoirement suspendu les activités d'exploitation aurifère sur le site afin d'éviter qu'un nouveau drame ne se produise. On s'arrête en Guinée pour parler de l'affaire Algassimou Diallo, nom du magistrat radié par le Conseil supérieur de la magistrature. Il lui est reproché de présumés échanges avec l'opposant Cellou Dalein Diallo, actuellement en exil, une sanction qui suscite le débat dans le pays. Les explications avec Malik Diakité à Conakry. Magistrat bien connu en Guinée pour avoir joué un rôle dans le procès du massacre du 28 septembre 2009, Algassimou Diallo a été officiellement révoqué par le Conseil supérieur de la magistrature. Une décision qui met un terme à sa carrière au sein de la justice guinéenne. À l'origine de cette affaire, la fuite de présumés échanges audio entre le magistrat et l'opposant Cellou Dalein Diallo en exil. Selon les autorités guinéennes, ces échanges auraient notamment porté sur des questions liées à de présumées manœuvres de déstabilisation du pays ainsi que sur des considérations politiques et ethniques. Algassimou Diallo avait auparavant été suspendu à titre conservatoire par le ministère de la Justice. Et une décision alors soutenue par le porte-parole de la présidence guinéenne, le général Amara Camara. Selon plusieurs sources, le magistrat pourrait également faire l'objet de poursuites judiciaires pour des faits présumés de complot contre l'État guinéen.
Au Tchad, le parti d'opposition Les Transformateurs a tenu une conférence de presse ce vendredi. Les avocats de l'ancien Premier ministre et chef du parti Succès Masra, gracié par le président Déby il y a une semaine, ont pris la parole. Ils réclament une amnistie pour leurs clients, ce qui pourrait lui permettre de reprendre ses activités politiques. Écoutez-les au micro de Harold Gérard. Nous appelons avec responsabilité et sérénité à ce qu'une amnistie soit votée dès que possible pour la représentation nationale, au profit de notre client qui se bat chaque jour pour que chaque Tchadien ait droit à la justice et au respect de la dignité. Nous voulons voir dans la grâce le commencement d'un processus plus large de réconciliation, dont l'amnistie constituerait l'aboutissement juridique et politique. Qui sont les Touaregs aujourd'hui, un peuple nomade dispersé entre 5 pays, ébranlé par la colonisation, les sécheresses, les exils et les conflits. Lauréat du prix des droits de l'homme aux journées cinématographiques de Carthage, le documentaire Ressac raconte cette histoire par l'intérieur et par un cinéaste touareg qui s'adresse à son fils. Intagriste El Ansari est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci sur France 24. On va d'abord regarder un extrait du film et on reviendra pour toutes les questions que j'ai à vous poser. Très bien. Cher fils, tout au long de cette confession, je te parlerai avec des mots, parfois avec des silences. Mais c'est surtout en pensée que je m'adresserai à toi. À partir d'ici, à partir de là, pour te rapporter ce qu'il te faut savoir de notre histoire. Alors, on le voit au début de cet extrait, que ça commence par « Cher fils ». Donc, c'est une lettre que vous écrivez à votre fils. Pourquoi avoir pris la forme d'une lettre pour raconter votre film ? La forme d'une lettre, parce que pendant très longtemps, je me suis interrogé en fait quelle pouvait être la forme de ces films. Et au fil du tournage, au fil des rencontres, des personnages de ces films, qui sont donc les personnages principaux, la première génération, la génération des Touaregs qui sont nés entre les années 20 et 40. Et finalement, je me suis rendu compte que l'articulation possible était, de par ma position entre ces deux générations, de raconter cette histoire, cette mémoire qui est en train de disparaître, de la raconter à la génération à venir. Et la génération à venir vis-à-vis de mon fils, donc par mon fils. Et justement, vous dites que vous êtes peut-être le relais entre les deux générations, mais dans ce film, qu'est-ce que vous voulez raconter ? C'est l'histoire des Touaregs ? Disons que c'est pas tout à fait l'histoire des Touaregs, parce que les Touaregs, c'est un peuple très vaste, c'est une histoire complexe, c'est une histoire qui va de la Mauritanie jusqu'au sud libyen, donc qui englobe quand même 4-5 pays. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'est un fragment du monde Touareg. Je n'avais pas la prétention de raconter l'histoire des Touaregs. C'est pour ça que c'est une histoire Touareg. Une histoire Touareg qui part depuis la génération en fait, des Touaregs que moi j'ai connue. La génération des Touaregs qui sont résidents et qui ont fait leur vie dans la région de Tombouctou essentiellement et qui sont en exil maintenant pour la plupart. Et donc c'est à travers ces prismes-là, cette route-là, voilà, que je voulais, ce cheminement, voilà, que je voulais raconter en fait l'histoire des Touaregs, si on peut dire, dans leur globalité. Dans ce film, vous posez une question centrale. Que vont devenir les enfants Touaregs nés en exil qui ne savent plus qui ils sont ? Est-ce que vous avez trouvé la réponse dans ce film ? Évidemment, je n'ai pas trouvé de réponse. Il y a des pistes de réponse. Si je trouve la réponse, je ne ferai plus un film. Donc le film, ça a été une question tout au long. Et pour moi, le monde Touareg, de toute façon, en tout cas, la mémoire du monde Touareg continuera à subsister. D'ailleurs, elle continue encore à subsister par la poésie, par la musique, par la littérature. Et je note que cette nouvelle génération, cette jeune génération, est justement reconnectée
avec le monde saharien à travers justement la culture. Et ça, quelque part, c'est une raison de continuer à garder espoir que ce monde-là, il ne va pas disparaître complètement. Et justement, le peuple touareg est dispersé entre 5 pays, sans État, sans frontières reconnues. Comment survit une identité culturelle dans ces conditions ? Qu'est-ce qui permet de garder cette identité culturelle ? C'est vrai que la survie de cette identité culturelle est remise en cause, est remise carrément en question, mais elle perdure aussi parce qu'il y a justement cet héritage et ces rapports avec ce monde-là, ces rapports avec cet imaginaire qui continue en fin de compte à nous habiter. Moi, je vois la première génération, la génération que j'ai filmée, la génération des années 20-40, et dans leur esprit, ils sont toujours reliés à ce monde-là. Et donc, indéniablement, ils transmettent ce monde-là à leurs petits-enfants. Moi, je le vois, mais moi, je suis né, j'ai grandi dans un campement nomade jusqu'à l'âge de 10 ans. Et donc, indéniablement, je transmets, inconsciemment même, je transmets à mes enfants cette mémoire. Et donc, ils sont les héritiers de cette mémoire-là. Et le film, justement, il permet de montrer que ce monde-là a réellement et physiquement existé. C'était ça qui m'intéresse. Et ce sera ma dernière question. Très rapidement, vous avez mis 11 ans pour faire ce film. Qu'est-ce qui a rendu ce film si long à faire ? Le désir de liberté, je dirais. Le désir de liberté, le désir de raconter un monde dont je sentais que c'était la première fois. Donc, il ne fallait pas que je me rate d'une certaine façon. Et pour moi, le seul contrat que j'avais, c'était avec cette génération que je filmais. Et évidemment, quand on part avec ce postulat-là, quand on est habité par cette idée-là, on n'a pas forcément le soutien qu'il faut pour cheminer dans la production. Mais avec le temps, avec ce soutien de cette génération, le film a commencé à intéresser des gens au stade de la post-production. Merci beaucoup, Intagris Al-Ansari. Merci. Je rappelle que vous êtes écrivain aussi, réalisateur du film Ressac, une histoire touareg. D'ailleurs, la projection française commence au début septembre dans plusieurs salles en France. On pourra retrouver les salles, j'imagine, sur votre site. Sur la page Facebook. Sur la page Facebook. Pour tous ceux qui veulent voir ce magnifique film qui raconte l'histoire d'un peuple, mais beaucoup plus l'histoire d'un homme avec son fils. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue.